Donc je vais essayer de ne pas vous stresser trop, mais on va voir quand même que les écrans présentent un certain nombre de risques qu'il est important de prévenir, et cela dès le plus jeune âge. Et comme cette campagne en cours le montre bien, en associant les familles, les pouvoirs publics, les établissements scolaires, les clubs de loisirs, voilà, toutes les forces qui peuvent unir leur impact pour associer, pour faire en sorte que les enfants soient tenus à l'écart d'un usage problématique des écrans. Donc je vais utiliser un PowerPoint parce que l'expérience montre qu'il y a des gens qui préfèrent parfois avoir les choses écrites, mais je vais dire beaucoup de choses qui sont dans le PowerPoint et qui ne sont pas dans le PowerPoint, et il y a des choses qui sont dans le PowerPoint que je ne vais pas vous dire. Donc voilà, vous faites un petit peu votre cuisine personnelle entre ce que je vais vous montrer et ce que je vais vous dire. Puis après, il y aura un temps de questions de toute façon, ce qui fait que s'il y a des choses qui sont dans le PowerPoint que je n'ai pas évoquées, qui vous posent des questions, on pourra en parler. Voilà. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que, en effet, comme je travaille sur les écrans depuis 1996, je peux dire que les études ont beaucoup évolué. Il y a eu une époque où la seule chose qui importait, c'était le temps passé devant les écrans. Tout était mesuré à la pendule. Et c'était d'ailleurs pas trop compliqué, parce que dans les études, il suffisait de demander aux parents de mesurer à quelle heure l'enfant était mis devant un écran, à quelle heure il n'était plus devant l'écran. Et puis ça a marché encore quand il y avait la télévision, mais il y a de nouvelles formes d'écrans qui sont apparues, les tablettes pour lesquelles on peut faire un usage interactif, les contenus sont énormément diversifiés, et puis la question de l'accompagnement s'est posée, puisqu'après tout on accompagne bien les petits quand on lit avec eux un livre illustré, pourquoi ne pas les accompagner aussi quand on regarde avec eux un dessin animé, et puis petit à petit la question s'est encore plus élargie à l'ensemble des facteurs externes, c'est-à-dire l'ensemble de l'environnement. De quelle façon un enfant peut bénéficier de jouets adaptés à sa tranche d'âge, indépendamment des écrans, d'activités adaptées à sa tranche d'âge, indépendamment des écrans, comment il peut bénéficier, surtout pour les petits, d'un adulte attentif à ses performances et capable là aussi de l'accompagner. Donc une évolution des recherches, on va le recroiser plusieurs fois, qui est passée de l'impact des écrans à l'impact de tout ce qui existe en dehors des écrans. Donc on va prendre les tranches d'âge, c'est encore le plus simple, puis ça correspond à la campagne, voire 0-6 ans. Alors 0-6 ans, la première question, c'est la surexposition aux écrans. On entend beaucoup parler surexposition, sans que le mot d'ailleurs soit précisément défini. Bon, vous savez que classiquement, ce n'est pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, à partir de 3 ans, une demi-heure par jour. On passe progressivement à 1 heure jusqu'à 6 ans. Et puis, toujours la possibilité, même avant 3 ans, d'utiliser un écran 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maxi. Au bout de ce temps-là, l'enfant il est ailleurs, avant 3 ans. Mais utiliser un écran pour une activité partagée, pour le plaisir d'être ensemble. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple suivant. Imaginez un papa qui adore le rugby. Il ne sait pas comment faire avec son bébé. Il est embarrassé, il ne sait pas comment le prendre, il ne sait pas comment lui parler. Mais il rentre dans la chambre de son bébé en faisant tourner son ballon de rugby au bout de sa main. Le bébé regarde, le bébé rigole, le papa rigole. Bon, le ballon de rugby, c'est pas pour les bébés, mais si un père arrive à provoquer une situation de rire partagé avec un enfant en utilisant un ballon de rugby, pourquoi pas? Et donc, si des parents sont très embarrassés pour communiquer avec leur enfant et qu'un jour ils trouvent une petite vidéo drôle, une image de chien, on tire sur la queue, il s'allonge, on tire sur la tête, ce que vous voulez, et pourquoi pas la présenter à son bébé. Donc, je vous dis ça pour vous montrer que vraiment, ce qui est important, c'est la qualité de la communication, la qualité de l'attention qu'un parent porte à son enfant. Donc, question générale, les enfants viennent au monde, nous sommes tous venus au monde avec ce qu'on appelle des compétences. Ces compétences ne deviennent pas forcément des capacités. On vient tous au monde, alors, sauf handicap particulier avec la capacité d'apprendre à nager, tout le monde n'apprend pas à nager. Donc, la transformation de la compétence en capacité est vraiment quelque chose de fondamental dans l'évolution humaine. Et donc, les premières études qui ont eu lieu autour des écrans ont été très alarmistes. C'est des études qui se faisaient à la pendule. On mesurait le temps qu'un enfant passait devant un écran à 1 an et demi, 2 ans, etc. Et vous avez
peut-être en mémoire toutes ces études parues dans les années 2000-2015 qui alertaient sur le fait qu'il y avait une chute générale des possibilités pour chaque heure de plus passée, chaque heure quotidienne de plus passée par un enfant devant un écran à l'âge de 2 ans. Donc chute des capacités de langage, capacité d'identifier les mimiques, hein, je vois que tu es content, je vois que tu es triste, on appelle ça l'empathie. Capacité d'attention de concentration, motricité, perte d'agentivité, sur la capacité d'être acteur de, son propre, de sa propre vie, c'est-à-dire de prendre des initiatives. Et tout ça a donné naissance à ce qu'on appelait la théorie de la substitution, dont vous avez dû entendre parler, qui a été mise en avant par plusieurs chercheurs, et pratiquement sous cette phrase que je n'ai pas inventée, qui était « chaque minute passée devant un écran par un jeune enfant lui ôtait pour son développement ». Ça, c'était ces études très alarmistes des années 2000-2015. Et puis, on s'est aperçu que tout était plus complexe. On s'est aperçu que tout était plus complexe parce que les chercheurs ont découvert qu'il y avait des enfants qui étaient beaucoup devant les écrans, mais quand ils n'étaient pas devant les écrans, il y avait toujours du monde pour s'occuper d'eux. Puis il y en a d'autres qui étaient beaucoup devant les écrans, quand il n'y avait plus d'écran, il n'y a plus personne. Il y en avait qui étaient très peu devant les écrans, et quand c'était plus devant les écrans, il y avait plein de gens pour s'occuper d'eux. Et puis les parents ou des grands-parents, du personnel payé par les parents. Et puis il y en avait qui étaient très peu devant les écrans, mais quand ils n'étaient pas dans les écrans, personne ne s'occupait d'eux. Et donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la question s'est déplacée. Et tout d'un coup, ce qui est apparu indispensable, c'est le fait que quelqu'un soit là pour s'occuper de l'enfant. Et vous voyez, évidemment, ça a tout de suite renvoyé aux disparités sociales, parce que lorsque des parents sont très préoccupés par qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, comment ils vont boucler les fins de mois, comment ils vont retrouver un métier, comment ils vont trouver un partenaire, beaucoup de familles, beaucoup de personnes isolées. Du coup, lorsque des parents sont très préoccupés par leur propre vie, ils risquent évidemment d'être moins disponibles à l'enfant. Et vous voyez que cette phrase qui avait résumé la théorie de la substitution s'est complètement transformée. Et maintenant, on dit plutôt chaque minute passée sans interaction avec son environnement, un adulte attentif par un jeune enfant, lui est ôtée pour son développement. C'est plus la toxicité possible de l'écran, qui n'a pas été démontrée sauf sur le regard et le sommeil. C'est pas ce qui est grave, hein, mais voilà, mais les écrans ont été rendus responsables de tellement de choses qu'il faut arriver à relativiser. Finalement, ce qui est important, c'est le fait qu'il y a un adulte attentif, qui ait des jouets adaptés à sa tranche d'âge, qui ait la possibilité pour l'enfant de développer ses compétences sociales et ses compétences interactives, hein, comme l'indiquait le slide précédent, à la fois la relation avec un adulte et la relation avec un environnement adapté. Alors, il y a eu plusieurs études, d'ailleurs depuis, je vous en ai mis 2 ici, qui ont montré que la question des écrans, finalement, elle ne fallait pas que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. Et ce qui était important, c'était la qualité de l'environnement dont bénéficie l'enfant. Vous avez l'étude de Madigan en 2020. Vous voyez, on est là sur des études très récentes qui montrent que la baisse de QI pour chaque heure de plus passée devant un écran est de l'ordre de 0,5 à 0,7 points. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, on l'a bien vu pendant la commission Macron, qui avait été élue en France, vous avez certains experts qui ont un avis tellement sombre sur les écrans que quand ils lisent l'étude de Madigan, baisse de QI de 0,5 à 0,7, ils disent « mais c'est énorme ». C'est énorme, c'est alarmant. Et puis vous avez l'autre moitié de la commission Macron qui, face au même résultat Madigan, dit 0,5 à 0,7 points de QI, mais c'est très très peu. Surtout que souvent ça peut se rattraper après dans l'évolution. Voilà. Et donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des désaccords d'experts. Ce n'est pas forcément des désaccords sur les chiffres, ça peut être des désaccords sur la valeur à attribuer aux chiffres. En d'autres termes, il y a toujours une part d'idéologie. Les recherches scientifiques produisent des résultats, l'interprétation des résultats introduit une dimension idéologique. C'est pour ça que si quelqu'un vous dit une perte de QI de l'ordre de 0,5 à 0,7, c'est dément, c'est une catastrophe, sachez qu'il y en a d'autres qui disent que c'est pas si grave que ça. Mais ça, c'est important parce que du coup, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on a le droit de se faire sa propre opinion à partir des résultats des recherches scientifiques. On ne discute pas les chiffres, on discute la valeur à leur donner. Parce que tout est une question de valeur, finalement. J'espère que j'aurai le temps d'en reparler. Mais actuellement, le grand problème de l'éducation, c'est qu'on ne sait plus très bien sur quelle valeur s'appuyer, parce qu'un certain nombre de valeurs qui paraissaient importantes semblent l'être beaucoup moins pour les jeunes, on va voir dans quelques minutes, et du coup, on ne sait pas très bien sur quelle valeur s'appuyer. Et puis l'autre étude, vous voyez, c'est l'étude d'Accord Health,
qui montre que, là aussi, très récente, de publication en 2024, que les effets sont bien négatifs, vous voyez, sur le raisonnement verbal à 2 ans et le développement cognitif, mais ils sont d'autant plus graves, ces effets, que les enfants ne prennent pas le repas avec que les enfants ne prennent pas le repas avec leurs parents sans écran, sans télévision. Du coup, ça introduit quoi? Ça introduit l'idée d'un facteur correctif. C'est-à-dire que si pour des enfants qui sont mis de la même manière, de la même durée devant les écrans, ceux qui ont le facteur correctif des échanges avec leurs parents vont moins pâtir de ce temps qu'ils ont passé devant les écrans. Et ça, c'est très important. Il y a toujours dans une situation de risque des facteurs de protection et des facteurs aggravants. Eh bien, le fait d'échanger avec les enfants, de parler avec eux de ce qu'ils voient et font avec les écrans, est un facteur de protection. Vous voyez, meilleur score de raisonnement verbal à 2 ans, développement cognitif à 3 ans et demi et 5 ans. Alors, choisir des contenus adaptés à l'âge. Alors, les contenus qui sont inadaptés à l'âge vont provoquer des troubles émotionnels. Ça, c'est important de comprendre que les enfants n'ont pas le contrôle émotionnel. C'est-à-dire que les enfants éprouvent des émotions, comme nous, mais ils n'ont pas la maturation du lobe préfrontal qui leur permet de contrôler ces émotions. Ce qui fait qu'un enfant de 5-6 ans regarde un vieux western en noir et blanc à la télévision, genre Rintintin, et puis à un moment, il y a des gens qui tirent des coups de revolver, l'enfant peut aller se cacher derrière le fauteuil. Alors, évidemment, il y a peut-être un adulte qui va lui dire en riant « mais t'inquiète pas, les coups de revolver, ça ne traverse pas l'écran ». Mais si l'enfant commence à bien maîtriser le langage, il va pouvoir répondre quelque chose comme « ben oui, je sais bien ». Mais ça me fait peur quand même. C'est l'émotion qui est un problème. Bon, il peut ne pas comprendre le contenu s'il est trop petit. Mais l'important, c'est surtout ce trouble émotionnel que l'enfant ne va pas arriver à gérer et qui ensuite va faire une charge mentale, comme on dit aujourd'hui pour lui, ça va le rendre indisponible à d'autres activités, avec éventuellement, si l'émotion a été très très forte, des troubles du sommeil, des cauchemars, voilà. Mais en tout cas, une indisponibilité, des troubles de l'attention, de la concentration, indisponibilité à l'environnement par le fait qu'il aura cette charge émotionnelle qui régulièrement reviendra à l'intérieur de lui. Et quelle est la solution? Il n'y a qu'une seule solution pour ça, c'est de faire en sorte qu'il puisse parler de ce qu'il a vécu, qu'il puisse parler de ce qu'il a éprouvé, de dédramatiser, de détoxiquer. C'est le métier que font les psychothérapeutes, permettre à des gens qui ont vécu des charges émotionnelles énormes, notamment au moment de traumatisme, de pouvoir mettre des mots pour petit à petit. Voilà, il y a d'autres thérapies pour les traumatismes très graves, comme les MDR. Enfin, le fait qu'un enfant voit des programmes qui ne sont pas adaptés à lui, déjà, c'est une souffrance qui peut, en famille, être facilement résolue quand on lui permet d'en parler. Éviter la technoférence. Alors, la technoférence, c'est ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure, c'est ces parents qui sont sur leur smartphone en même temps qu'ils interagissent avec leur enfant. Il y a eu des études américaines qui ont mesuré, tous mesurent grâce aux nouvelles caméras, aux computers. Et donc, il y a des études américaines qui ont mesuré l'intensité des mimiques, la longueur des phrases faites par l'adulte qui partage son temps entre son smartphone et son bébé, les intonations des phrases. Et tout ça a montré que, aussitôt qu'on partage son attention entre son smartphone et un interlocuteur, que ce soit un bébé ou pas, eh bien, nos phrases sont plus courtes, elles sont plus pauvres, elles ont des intonations moins riches et les mimiques sont également plus pauvres. Or, ce dont un enfant a besoin, c'est au contraire de mimiques très marquées, de phrases bien prononcées avec des intonations fortes. Voilà. Par exemple, si je vous dis les bébés ont besoin qu'on leur parle avec des émotions claires, si je dis ça à vous, je le dis comme je viens de le dire. Si je dis ça à un bébé, je vais plutôt dire quelque chose du genre « Ah, bébé, mais tu sais, les adultes, quand ils te parlent, ils font un effort pour que les intonations soient claires. » Voilà. Alors, ce sera beaucoup mieux que ça, évidemment, parce que comme je n'ai pas de bébé là devant moi, j'ai de la peine à m'adapter à lui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mamané. C'est le parler des mamans, c'est le parler des gens qui s'occupent des bébés. Or, si vous partagez votre attention entre un smartphone et un interlocuteur, du coup, et un bébé, donc, eh bien, vous ne pouvez pas adopter le mamané, parce que vous seriez trop en rupture de ton par rapport à ce que vous faites avec votre smartphone. Et donc, du coup, il en résulte pour l'enfant un certain nombre de troubles, c'est-à-dire notamment
risque d'état dépressif, attachement insécure, comme on dit, hein, manque de confiance en soi, manque de confiance dans l'environnement, manque de confiance dans la possibilité de trouver des interlocuteurs attentifs à nous. Et puis, il a également été montré qu'il n'y a pas seulement des risques psychologiques, il y a aussi des risques physiques, puisque dans les jardins publics, depuis que les accompagnants utilisent leur smartphone, il y aurait beaucoup plus d'accidents. Donc, étude américaine, là aussi, on n'a pas d'équivalence en France sur ce genre d'études, mais aux États-Unis, paraît-il, beaucoup plus d'accidents dans les espaces, dans les jardins publics. Ce qui se comprend d'ailleurs parce que tous les tout petits ont envie de montrer aux accompagnants qu'ils sont capables de plein de choses et ils prennent des risques et puis ils appellent leur accompagnant pour montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et puis si l'accompagnant est sur son smartphone, ne regarde pas l'enfant, ne montre pas d'intérêt à ce que fait l'enfant, ben l'enfant risque de prendre un risque de trop et d'avoir un accident. Le sommeil, très 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 important, hein, le sommeil, la vision, mais la vision aussi, puisque le sommeil et la vision sont victimes de la même chose, la lumière bleue des LED. Donc tous les écrans sont éclairés par des petites lampes qu'on appelle des LED. Et ces LED, elles ont pour particularité de valoir pas grand-chose, donc elles sont peu coûteuses, elles peuvent durer très très longtemps et elles consomment très peu d'énergie. Donc évidemment, il y en a partout. Il y en a aussi sur les parkings publics, il y en a aussi dans les éclairages urbains. Et ça, entre parenthèses, ça crée souvent une pollution lumineuse phénoménale, hein, qui n'est pas vraiment nécessaire, à mon avis. Et on pourra en reparler. Mais en tout cas, au niveau des écrans, c'est très problématique parce qu'en plus, l'influence de ces lumières bleues est d'autant plus nocive qu'on a l'écran plus près des yeux. Ce qui est évidemment le cas des adolescents qui dorment avec leur smartphone et qui risquent de le regarder la nuit, soit qu'un copain les appelle, soit qu'il les programmait pour regarder une série qu'ils avaient envie de regarder à 1h ou à 2h du matin. Donc, ces lumières bleues, bon, elles peuvent provoquer des problèmes d'yeux, myopie. Il faut faire des exercices régulièrement, comme vous savez, toutes les 20 minutes. Bon, voilà, en tant qu'adulte aussi, on a à faire ça. Mais ces lumières bleues des LED, elles vont aussi détraquer l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Et elles vont perturber les rythmes nictéméraux, ce qui fait que si vous regardez un écran juste avant de vous coucher, vous aurez un sommeil, d'abord vous mettrez plus longtemps pour vous endormir, puis vous aurez un sommeil de moins bonne qualité, c'est-à-dire non seulement moins de sommeil en quantité, puisque vous aurez plus de peine à vous endormir, mais aussi un sommeil de moins bonne qualité, donc moins réparateur. Et il y a eu une époque, il y a 10 ans, où on disait, les experts disaient, l'utilisation excessive des écrans, ça provoque des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur, donc des troubles de la sociabilité, parce que quand on a des troubles de l'humeur, on n'est pas très sociable, des troubles de l'alimentation, risque d'obésité. Et aujourd'hui, en fait, plusieurs recherches ont montré que tous ces troubles, donc de l'attention, de l'humeur, de l'alimentation, seraient liés au manque de sommeil. Si on arrive à agir sur le manque de sommeil, en quantité, en qualité, eh bien, du coup, on pourrait améliorer l'ensemble de ces troubles. Alors, c'est très important pour les ados parce qu'il faut absolument qu'aucun ado n'emmène son téléphone mobile dans sa chambre la nuit. Et là, les adultes ont une responsabilité parce que beaucoup d'adultes utilisent leur smartphone pour se réveiller le matin. Donc, dans beaucoup de familles, les adultes peuvent dire à l'ado, on a lu des textes, on a écouté des experts et tout, et puis il ne faut pas que tu emmènes ton téléphone la nuit dans ta chambre. L'ado va dire pourquoi, mais on va lui dire parce que tu risques de le regarder. Il va dire non, pas du tout, je ne le regarde pas, je l'utilise pour me réveiller. Et comme toi, papa, comme toi, maman. Donc, vous n'avez qu'une seule façon de gérer la crise, c'est d'acheter un réveil à tout le monde. Vous achetez un réveil pour papa, un réveil pour maman, un réveil pour chacun des frères et sœurs, un réveil pour les grands-parents s'ils habitent avec vous, et personne n'emmène son smartphone dans sa chambre la nuit. Vous n'obtiendrez pas d'un ado qui n'emmène pas son smartphone dans la chambre la nuit, ou alors il vous le laissera sur la table, mais à 2h du matin, il viendra le récupérer pendant que vous dormez, et vous n'en saurez rien, mais vous n'obtiendrez pas d'obéissance si vous-même, vous ne faites pas le sacrifice de votre smartphone dans votre chambre la nuit. Achetez-vous un réveil.
Et puis donc, comme je vous disais, comme vous voyez écrit, il y a un problème beaucoup plus large. C'est que ce n'est pas la peine de vous contraindre à arrêter les écrans une demi-heure avant d'aller vous coucher. Si dans la pièce où vous habitez, il y a des LED ou des néons qui crachent une lumière d'Aix-en-Provence à midi au mois d'août, il faut aussi baisser toutes les lumières d'appartement, utiliser plutôt plusieurs lampes et vous les éteignez les unes après les autres, ou vous utilisez un variateur d'intensité. C'est très important de baisser la lumière progressivement le soir, parce que l'être humain est programmé pour que quand le soleil se couche, la lumière baisse. Elle est rouge d'abord, elle baisse et après la mélatonine monte et hop, on a envie d'aller au lit, se coucher. Voilà, les préados et les ados. Alors Internet, vous avez un livre très intéressant de Jean Twenge, on prononce comme ça, Jean Twenge est américaine, qui a comparé 3 bases de données sur les ados. Il y a une trentaine d'années, aux États-Unis, trentaine d'années, vingtaine d'années, dizaine et actuelle. Et elle montre que les ados, aujourd'hui, sont radicalement différents des générations précédentes dans tous les domaines. Ils n'ont pas la même vision de la famille, de l'armée, de la voiture, de l'avion, de la nature, de la consommation. Ils ne voient pas du tout le monde comme les adultes. Ils ont une vision totalement différente. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'on a tendance souvent à voir des ados, ce qu'ils nous montrent d'eux. Ils sont beaucoup sur leur smartphone, On ne se rend pas compte que derrière ça, il y a toute une culture différente, une énorme culture complètement différente de la nôtre, que parfois on entrevoit quand on voit des youtubeurs et des youtubeuses. Petite anecdote, la Commission nationale informatique et liberté en France, la CNIL, pour essayer de faire passer certains messages, a embauché un youtubeur. Alors, ce youtubeur a fait une petite vidéo et il parle tellement vite dans sa vidéo que j'ai été obligé de la revoir 3 fois pour y comprendre quelque chose. Mais lui est parfaitement adapté à son public. Et on peut avoir l'impression qu'il bouffe ses mots, qu'il sait à peine parler français. Et pourtant, la CNIL a réussi à faire passer un message avec ce youtubeur qu'elle n'aurait jamais pu faire passer autrement auprès du public visé, c'est-à-dire les ados. Donc, petite parenthèse, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler avec des jeunes, de parler avec des ados, profitez-en. Vous n'apprendrez rien de nouveau avec les gens de votre génération. Par contre, vous apprendrez beaucoup de choses avec les gens qui ont 25 ou 30 ans de moins que vous. Il va y avoir bientôt Noël. Si vous avez tous les ados qui se réfugient dans une pièce de la maison pendant que les adultes et les seniors sont dans une autre, moi, mon choix est tout fait. Après avoir passé un moment avec ma tranche d'âge, je cours vite vers la chambre où se sont réfugiés les ados. Ils sont très contents de me raconter un peu ce qu'ils font. C'est très, très enrichissant. Voilà, donc une génération vraiment différente. Et Jean Twenge a aussi une idée fixe, vous savez, comme ces chercheurs qui disent 0,5 à 0,7 points de QI pour chaque heure de plus, c'est une catastrophe. Et Jean Twenge a une conviction, une intime conviction, c'est que tous les malheurs des ados viendraient de leur smartphone. Donc régulièrement, elle assaille l'Académie américaine de pédiatrie de demandes pour que ça soit formulé explicitement. Mais enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve que tous les malheurs des ados, enfin notamment dépression, scarification, etc., viendraient de l'utilisation du smartphone. Il y a même des études qui vont dans un sens contraire, mais par exemple ça, c'est l'étude de l'UNICEF, 2017, étude au niveau du monde entier, qui montre que les ados font plutôt un bon usage de leurs outils numériques statistiquement, ce qui ne veut pas dire que les psychiatres, les psychologues, les psychomotriciens et les orthophonistes ne voient pas beaucoup trop d'enfants perturbés par leur smartphone. Mais ils ne voient pas tous les enfants, ils vont ceux qui vont très mal. Alors, accompagner les ados, ça c'est important. Quand on discute avec des ados, on s'aperçoit quand même qu'il y a des domaines où c'est l'angoisse, quoi. Ils sont déstabilisés. Donc c'est ce que j'appelle les 4 jungles d'Internet, la jungle des modèles économiques, des réseaux sociaux, de la pornographie, de l'information continue. Les modèles économiques, c'est l'économie de l'attention, c'est-à-dire le fait que les réseaux sociaux ou même Internet, les plateformes sur Internet, ne sont pas conçues pour nous rendre heureux ou pour nous rendre libres. Tout est conçu sur Internet pour que nous y restions le plus longtemps possible, que nous livrions le plus possible de données personnelles aux fournisseurs de services, et puis éventuellement que nous achetions le plus possible d'objets réels ou virtuels. C'est ça. La logique économique, c'est ça.
c'est-à-dire elle utilise l'économie de l'attention, mais pas seulement, elle utilise ce qu'on appelle aussi la captologie, qui est une science de capture des données. Il y a des gens très savants qui travaillent pour savoir comment retenir votre attention, et avec l'intelligence artificielle, ça va même être encore de plus en plus ciblé. Déjà, il suffit que vous cherchiez, je sais pas, vous cherchez une carte de la Grèce, après vous recevez plein de publicités pour des hôtels. Bon, mais ça c'est encore pas grand-chose. Mais bientôt vous aurez vraiment accès en priorité à des informations qui correspondent à votre profil, tel que l'intelligence artificielle l'aura tiré de toutes les requêtes que vous avez faites précédemment et de tout ce que vos amis ont pu mettre sur vous. Donc la jungle des modèles économiques, il faut quand même détricoter pour que les jeunes n'aient pas l'impression que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. On paye très très cher en termes de données personnelles et en termes possibles de perte de liberté s'il y a des algorithmes qui cherchent à nous influencer dans nos choix. La jungle des réseaux sociaux, vous savez, c'est le même modèle, c'est-à-dire c'est la bulle, puisqu'il y a des experts, là encore très savants, qui ont montré que pour augmenter le trafic, c'est-à-dire l'échange des données, que les gens livrent plus de données personnelles, il faut qu'ils se sentent en confiance. Donc comment faire en sorte pour que les gens qui vont sur Internet se sentent en confiance avec peut-être des gens qu'ils ne connaissent pas? Il faut que ces gens qui ne se connaissent pas, ils soient certains d'une chose, c'est qu'ils partagent un choix important. Par exemple, un même choix politique. Ils appartiennent tous, ils ont tous la même sympathie pour le même parti politique, la même haine pour le même parti politique. Ou alors ils appartiennent, ils adorent le même groupe, le même club de foot ou le même club de rugby. Ou alors ils sont fans des chansons d'une star et puis ils ont horreur des chansons d'une autre. Voilà. Et donc, du coup, les algorithmes enferment les gens à votre insu, vous, moi, tout le monde, les jeunes, tous les utilisateurs, dans des bulles dans lesquelles, en fait, tout le monde se retrouve très vite d'accord. Puis au bout d'un moment, on en a marre d'être d'accord entre nous, donc on va témoigner notre haine à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est ce qu'on appelle la viralité de la haine, risque de cyberharcèlement aussi. Voilà. La jungle de la pornographie, ce n'est pas seulement la pornographie telle qu'elle est dénoncée à juste titre, c'est aussi tous les modèles sexistes extrêmement prédominants dans tout le cinéma, notamment le cinéma américain, encore récemment. Et puis la jungle de l'information continue, c'est le fait de rester scotché quand il y a un événement important pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer, même s'intéresser à une guerre quelque part, à des affrontements de people, à un scandale politique. Et la jungle de l'information continue, c'est le fait tout d'un coup de se scotcher à une information et d'attendre toujours l'épisode d'après, évidemment, qui n'arrive pas, mais souvent quand même avec le risque d'y perdre de l'empathie, parce que souvent on est branché sur des situations extrêmes, des catastrophes, etc., des guerres, et du coup, une fatigue. Et on voit aujourd'hui des ados qui décident de se retirer de l'information, de ne plus de vivre à l'écart de l'information, un refus de s'informer. Et on s'aperçoit quand on parle avec eux qu'en fait, ils ont vécu une période précédente dans laquelle ils étaient saturés d'informations, ils étaient accros à l'information en continu. Et il y a une vraie fatigue chez eux, un épuisement empathique qui fait qu'ils ont décidé de fuir. Peut-être qu'ils vont y revenir après, mais en tout cas, provisoirement, ils décident de fuir l'information. Les fake news, il suffit de se rappeler de la campagne électorale américaine et on peut craindre dans quelques années d'avoir affaire au même climat dans des démocraties européennes. Voilà. Les jeux vidéo, j'en dis quelques mots quand même, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de recherches qui ont montré que des inquiétudes traditionnelles devaient être relativisées, par exemple, notamment sur les comportements violents. Ça paraît. Vous savez, il y a une époque où on disait que les joueurs de jeux vidéo violents sont désensibilisés à la violence, donc ils risquent d'avoir des comportements violents. Il apparaît que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, la désensibilisation ne porterait que sur l'univers du jeu vidéo. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien citer, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, c'est Hans Junger. Hans Junger, un écrivain allemand très connu, qui a fait la guerre de 14-18, qui a écrit des pages extraordinaires sur la guerre de 14-18, Orage d'acier, la guerre comme expérience intérieure, et il raconte l'horreur abominable de la guerre. Enfin, c'est abominable ce qu'il écrit. Et il écrit la chose suivante à un moment. Il dit qu'il a été blessé, il est emmené à l'arrière, et puis à l'arrière, il est d'abord porté à dos d'homme, et puis ensuite, on va le mettre dans une voiture qui va l'emmener à l'hôpital. À l'époque,
1916, 1917, les voitures, on les démarre à la manivelle. Le conducteur qui démarre la voiture à la manivelle, il y a un retour de manivelle. Plus grand monde ne sait ce que c'est maintenant. Ça arriver que la manivelle reparte en sens contraire. Et la manivelle, retour de manivelle, arrache une phalange au conducteur qui tournait la manivelle. Et Hans Junger a des pages extraordinaires où il dit « Mais je vis une guerre horrible ». Des gens qui explosent, des bras, des mains coupées, des horreurs, des cris et tout. Et il dit, la guerre, les tranchées, je suis habitué. Mais la petite phalange qui saute, chez le monsieur qui tournait la manivelle, il s'évanouit. C'est insupportable pour lui. Et il y a des très belles pages sur le fait qu'en fait, il est désensibilisé à l'horreur, mais l'horreur des tranchées, il n'est absolument pas désensibilisé à une horreur surgissant ailleurs. Alors il y a eu une expérience faite en laboratoire avec une vidéo, je ne sais pas si elle a été faite par des gens qui avaient lu Hans Junger, mais donc ce sont des joueurs de jeux vidéo accros aux jeux ultra violents, et on leur montre une petite vidéo dans laquelle un monsieur coupe une carotte avec un couteau, et tout d'un coup il se coupe un petit peu le doigt. Eh bien les réactions des gens qui sont totalement désensibilisés à la violence dans les jeux vidéo est exactement la même que la réaction des gens qui n'ont jamais touché un jeu vidéo. Donc c'est finalement la prose de Hans Junger mise en expérience. Donc il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a les jeux vidéo aujourd'hui deviennent beaucoup plus compliqués, et notamment avec la possibilité qu'on puisse jouer des sauveteurs. Pendant très longtemps, on ne pouvait pas. C'est un état de la technologie. On pouvait seulement tirer une balle ou arrêter un projectile. On tirait ou on arrêtait un projectile. Si on ne l'arrêtait pas, si le projectile nous atteignait, si on ne se protégeait pas derrière un bouclier, on était blessé. Notre personnage était blessé. Donc des jeux aujourd'hui introduisent des personnages soignants, et notamment Battlefield. Et c'est très intéressant dans les psychothérapies de voir les enfants qui jouent les soignants et ceux qui jouent les combattants. Voilà, donc des aspects positifs pour les jeux vidéo qui ont été démontrés, notamment les jeux coopératifs, je ne parle pas des jeux thérapeutiques, etc. Voilà. Alors, quelle responsabilité dans les usages problématiques? Alors, je vais parler un peu de ça parce que je vous ai parlé des responsabilités des fabricants. Elles sont énormes. Les algorithmes sont là, encore une fois, uniquement pour nous faire en sorte qu'on ne puisse plus quitter un écran quand on l'ouvre. Voilà. Mais pas seulement. Internet, je vous ai dit, machine à fabriquer des quiproquos. Voilà, je fais quelques dessins pour vous. On arrive à la fin de la conférence, il faut réveiller un peu. Voilà. Donc, monsieur et une dame qui discutent. Vous voyez que la dame a une représentation du monsieur qui ne correspond pas vraiment au monsieur. Le monsieur a une représentation de la dame qui ne correspond pas à la dame. Dès qu'on interagit avec quelqu'un, on interagit en fait avec la personne telle qu'on se la représente, pas avec la personne réelle. Alors ensuite, si on passe à la visio, il y a plein de gens qui ont été déroutés par la visio. On a vu on continuait des thérapies pendant la période du Covid. Donc, on a vu beaucoup de gens qui étaient déroutés par leur relation avec leurs proches via la visio et déroutés par la relation avec leur thérapeute via la visio. Pourquoi ? Parce que encore à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas très bien où placer la webcam. Et donc, vous voyez, la dame, elle a l'impression d'avoir affaire à une personnalité politique montée sur une estrade, alors que le monsieur n'a pas changé de ce qu'il était tout à l'heure. Et le monsieur a l'impression d'avoir affaire à une dame honteuse, timide, gênée, ne peut pas le regarder dans les yeux. En fait, c'est la position de la webcam. Donc, il y a eu beaucoup de quiproquos avec la vision. On a beaucoup travaillé ça en thérapie. Et puis, alors voilà, ça, c'est les métavers, c'est-à-dire quand vous avez un avatar. Alors là, la communication est impossible. Et donc, il est impossible de retrouver la personne humaine derrière son avatar. Donc, ça crée des quiproquos énormes. Voilà. Donc, les quiproquos d'Internet, il faudrait prévenir les enfants des quiproquos d'Internet. Il y a une manière très simple de faire, que je propose toujours en élémentaire, même maternelle. On met deux enfants face à face, comme ça, assis chacun sur une chaise. On leur demande de parler de quoi, peut-être de ce qu'ils ont mangé le matin au petit déjeuner, ou voilà, une expérience finalement assez proche pour chacun d'entre eux, assez anodine. Et puis après, on leur dit, très bien, formidable, vous drôlement bien interagi, et vous allez mettre dos à dos. Et dès qu'ils sont dos à dos, ils essayent de continuer à parler, ils n'y arrivent pas.
Très vite, il y en a un des deux qui se retourne et tu dis, mais tu m'as pas compris, tu m'as pas écouté, tu m'as pas laissé parler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment il faudrait faire ça, entre autres, hein, on peut imaginer d'autres choses, pour que les enfants soient conscients du fait que dès qu'on bascule dans les technologies numériques, les règles de la sociabilité ne fonctionnent plus. Et c'est d'autres règles de la sociabilité qu'il faut arriver à construire. Les inégalités sociales, elles sont massives, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vraiment des études de sociologues ont vraiment montré que les enfants qui grandissent dans des milieux défavorisés ont double peine. Hein. Ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas été tenus souvent à l'écart des écrans, moins que les enfants de milieux favorisés, statistiquement. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants de milieux favorisés qui sont beaucoup trop devant les écrans. En tout cas, statistiquement, d'après les sociologues, non, c'est quand même plutôt des enfants de milieux défavorisés. Puis ils ne sont pas accompagnés non plus dans la découverte des outils numériques, des jeux vidéo, etc. Les fragilités psychiques, on l'oublie toujours beaucoup. Si un enfant a été victime de violences, de souffrances psychiques avant de découvrir les outils numériques, il va évidemment utiliser les outils numériques pour essayer de se venger, en éventuellement utilisant l'anonymat, de tout ce qu'il estime avoir souffert injustement, alors que d'autres n'en ont pas souffert. Vous voyez, les enfants victimes de maltraitance, évidemment, physique, sexuelle, deuil, séparation parentale, etc. Donc, quand on a affaire à un enfant qui utilise les outils numériques pour harceler, par exemple, il faut toujours quand même avoir à l'esprit la question de savoir quelle vie il a eue avant de découvrir les outils numériques. Et puis les stratégies des fabricants dont je vous parlais. La prévention, on arrive à la fin, simplement pour vous montrer très vite que la prévention, d'ailleurs la campagne le montre bien, hein, la prévention, elle doit être faite partout. C'est au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, hein, le règlement général de protection des données, utilisez les droits qu'il vous donne, hein, absolument. Partout où vous allez sur Internet, on vous propose soit d'accepter les cookies, soit de paramétrer les cookies. Refusez l'une et l'autre éventualité et cherchez tout en haut ou tout en bas une phrase minuscule qui dit « je refuse tout ». Et vous la trouverez toujours, c'est obligatoire, mais elle est vraiment petite, mais il faut la chercher. C'est une manière de protéger votre vie personnelle. Donc l'Europe a fait depuis d'autres choses qui ne sont pas encore mises en place, mais c'est en route. Hein. Le Digital Services Act, le Digital Market Act et l'AI Act, mais bon, tout ça prend du temps, des années, mais c'est vraiment important. Aucun pays européen, même d'Amérique latine non plus, ne peut lutter tout seul contre le pouvoir des plateformes. On ne peut réguler que les plateformes qu'on a créées. Comme l'Europe n'a pas créé de plateforme, qu'elle est obligée de réguler les plateformes nord-américaines, eh bien c'est évidemment très compliqué, très long, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens. Les familles, évidemment. Éduquer à la parentalité. Il y a 10 ans, quand on disait éduquer à la parentalité, on pensait éduquer à la parentalité les parents carencés, les parents qui étaient incapables de s'occuper des enfants. Non, en fait, avec les bouleversements numériques, éduquer à la parentalité, c'est maintenant tous les parents. Tous les parents ont besoin de pouvoir discuter de leurs difficultés, de pouvoir être éclairés. Et puis éduquer évidemment au numérique dans les écoles. Voilà, il y a des personnes privilégiées hein, qui peuvent être sollicitées, qui doivent être formées et sollicitées. Et puis proposer des alternatives aux écrans, parce que, on l'a bien vu dans le film, il faut des espaces verts, il faut pouvoir faire de la peinture, il faut pouvoir trouver des endroits où faire de la bicyclette, du hockey, du foot, etc. Et donc qu'il y ait suffisamment d'espaces publics de jeu et suffisamment d'espaces de jeu encadrés et gratuits. Parce que les riches, ils arrivent toujours à se débrouiller. Enfin, moi, je parle de Paris. Hein, il y a des tas d'activités à Paris, ça c'est sûr. Vous pouvez faire toutes les formes de gym que vous voulez, de danse que vous voulez, de varap, de foot, de rugby, de tennis, tout. Même baby-foot, ping-pong. Mais chaque fois, il faut payer assez cher. Donc, et du coup, évidemment, c'est très ségrégatif. Donc, idéalement, hein, qu'il y ait des activités encadrés, accessibles selon en France les tarifs de la cantine scolaire qui sont des tarifs dégressifs. Voilà, écoutez, merci de votre attention et puis donc je suis disponible pour vos questions. Merci.